Curiosity fuels discovery. What's beyond the yard? Around the corner? Across the border? Above the horizon? What's beyond that? Brilliant minds from around the world work together to imagine the future. They use science and technology as tools. Obstacles lead to innovation, but only a select few fly to space. Astronauts. They are problem solvers. Scientists. They are dedicated. Fearless. When their bodies want to quit, their spirit sends fire to their step. They are determined, resilient. Where is the finish line? There is none. Astronauts train hard and charge into the unknown. They will have to adapt, to experiment. I feel a lot of water on the back of my head. To survive. I experienced what it's like to be a goldfish in a fishbowl from the point of view of the goldfish. Do you have what it takes? It will take everything you've got. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir à ceux d'entre vous qui nous suivez des quatre coins du pays. Je m'appelle Kit Kitson, je suis directeur général du musée de l'aviation et de l'espace. Je veux vous remercier d'être ici, de nous suivre. Merci à nos partenaires et nos collaborateurs également, à l'Agence spatiale canadienne, au centre de recherche, différents collaborateurs de l'industrie qui sont avec nous ce soir et bien sûr nos deux invités très spéciaux, le Dr Robert Thirst et le lieutenant-colonel Jeremy Hansen. En tant que directeur général du Musée de l'aviation et l'espace du Canada, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes ici pour une soirée avec les astronautes canadiens, Jeremy Hansen et Robert Thirsk, pour apprendre ce qu'il faut pour devenir astronaute. Now, I don't know about... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Lorsque vous avez entendu parler de cette campagne de recrutement pour la première fois, combien d'entre vous vous êtes dit « et pourquoi pas moi ?» Ça a été mon cas. Cependant, j'ai fait l'erreur de poser cette question à voix haute pendant que j'étais au travail. Et je dois dire que l'équipe ici était très généreuse et ils m'ont donné le bénéfice du doute. Mais ils ont commencé tout d'abord par essayer de m'écarter de cette voie aussi gentiment que possible. La première chose qu'ils ont dit, c'est « Chris, tu es trop grand ». Et j'y ai cru, j'ai vu les capsules Soyuz et je me dis qu'ils ont raison. Mais j'arrêtais pas d'entendre parler de ce grand Jeremy Hansen. Alors j'ai décidé d'aller voir en ligne et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on fait exactement la même taille. Donc non, ils peuvent pas me dissuader là. Mon poids, je suis juste en dessous du poids limite, et je pourrais perdre un peu de poids si nécessaire. L'âge, ils m'ont dit que j'étais trop vieux. J'ai essayé de ne pas prendre ça trop personnellement, mais en fait, vous savez, lorsque j'ai regardé en ligne, j'ai supposé qu'il y avait une limite d'âge, mais je n'ai pas pu en trouver et je ne sais pas s'il y en a une. Et j'ai vu que la NASA vient de recruter, dans leur campagne la plus récente de recrutement, un astronaute qui a 46 ans. Alors je me dis, bon, les choses vont dans la bonne direction et mon équipe commence à s'inquiéter parce que comment lui annoncer la mauvaise nouvelle? Ils ont parlé d'éducation, et puis c'est là qu'ils m'ont coincé. Je crois qu'on n'en voit pas trop d'historiens dans l'espace. Et puis ils ont été soulagés parce que bien sûr, la prochaine chose qu'ils auraient eu à dire, c'est « Chris, t'es pas assez en forme et t'es pas assez intelligent pour être astronaute. » Et vous savez quoi? Je m'en rends bien compte en fait. Et une des raisons pour lesquelles je m'en rends compte, c'est qu'il y a un groupe ici ce soir, un jeune groupe d'étudiants qui sont venus nous voir
Ils sont dans un programme d'apprentissage de la commission scolaire catholique d'Ottawa, de Saint-André. Ils ont soumis 2 propositions à NASA pour envoyer leurs expériences sur une fusée de la NASA. Il y a un concours international des étudiants de partout dans le monde qui sont en concurrence pour avoir le privilège d'avoir leur expérience qui monte dans la navette spatiale. Et c'était le premier groupe du Canada à gagner le droit de faire cela. Donc ils ont réussi. Il y avait plus de 10 000 étudiants qui étaient candidats pour ça. Je dois vous dire que ce groupe entre 9 et 11 ans, c'est cela? Et la plupart des concurrents sont entre 15 et 18 ans. Donc on peut leur donner le crédit, on peut les féliciter. A little something here that reflects. On voit quelque chose ici qui reflète leur travail, leur projet. Et voilà la fusée dans laquelle leur expérience a été propulsée. C'est parti de Virginie le 23 juin. Et je me souviens que vous étiez là, vous avez pu aller en Virginie voir le lancement de la fusée. Voilà les étudiants de différentes écoles. Non, toi tu n'y étais pas? Bon, c'est dommage. Mais c'est magnifique et je crois que c'est incroyable que vous ayez pu faire cela. Et lorsque je me renseignais sur votre travail, votre enseignant a partagé votre travail avec moi et je me disais, là je suis vraiment pas qualifié pour être astronaute. J'ai lu une de vos hypothèses et se disait si la variable X est exposée à une variable de radiation dans la sphère, alors bon, vous m'avez perdu, là, j'arrivais pas à vous suivre. Donc, en fait, j'aimerais que vous le leviez et j'aimerais que tout le monde reconnaisse cette grande réussite. And I promise never to go on the show, Are You Smarter Than a Fifth Grader? Je vous promets de jamais aller à l'émission de télé où on se demande si on est plus intelligent qu'un élève en 5e année. Alors c'est intéressant, on a un programme qui s'appelle Des cubes dans l'espace. Et ce qu'on essaye de faire au Canada maintenant, c'est de faire avancer ce programme. J'ai découvert qu'aujourd'hui, mon équipe et moi avons travaillé dans les coulisses pour travailler avec certains des organisateurs. Et là aujourd'hui, Robert, et ce cube dans l'espace, c'est formidable. Ça donne l'occasion aux élèves de partout au pays de s'essayer à quelque chose de pratique et de s'y lancer, à travailler avec la NASA, de lancer une expérience dans l'espace. Et on va voir ce que l'on peut faire dans les années à venir pour soutenir cette grande initiative également. J'aimerais remercier l'Agence spatiale canadienne pour tout leur soutien aujourd'hui. Lorsqu'on a entendu parler de cet élan de recrutement au musée de l'aviation et de l'espace, on s'est dit que c'était parfait. Ça s'alignait vraiment avec la programmation que nous faisons cette année. Comme vous le savez peut-être, et vous avez peut-être remarqué en rentrant, on fait une exposition sur Star Trek actuellement, et cette exposition Star Trek, bien sûr, traite de beaucoup des séries qu'on connaît très bien, avec lesquelles nous avons grandi. Et le centre de l'exposition n'est pas vraiment sur Star Trek en tant que tel, c'est sur les carrières qu'il y a sur le Starship Enterprise, et les visiteurs peuvent s'essayer à la navigation, aux affaires tactiques, aux affaires médicales, etc. Donc ça semblait tout à fait naturel pour nous de nous relier avec cette campagne de recrutement et de faire le lien entre ce recrutement et celui-ci. Donc on espère que dans l'année à venir, on va faire différentes soirées telles que celle-ci et parler aux scientifiques, aux ingénieurs et d'autres dans le monde de l'espace pour que vous ayez l'occasion de découvrir ce dont il s'agit dans ces carrières. Il n'y a que quelques astronautes, mais comme ce groupe a pu découvrir, les étudiants ici, il y a beaucoup de façons différentes de participer dans le monde de l'espace. Et Star Trek, bien sûr, a une grande influence sur nous au niveau de la technologie, les impressions en 3D, les téléphones à clapet, la traduction également, et de notre point de vue, ça a également inspiré beaucoup des gens dans le secteur de l'espace. C'est intéressant de voir quand on travaille avec différents groupes, des différentes entreprises, etc. Il y a beaucoup qui disent qu'ils étaient inspirés dès l'âge de l'enfance en regardant Star Trek. Et je vais laisser cette vidéo finir parce que un des liens entre les astronautes et Star Trek, c'est bien sûr le fait que l'un des personnages les plus connus de Star Trek est canadien et il soutient également l'Agence spatiale canadienne dans leur campagne de recrutement.
J'en appelle à tous les Canadiens si vous êtes intéressés à voler dans l'espace. Voilà un commandant. Oui, c'est vrai, je suis Canadien. Si vous voulez être astronaute, lancez-vous dans ce programme. Bill Shander, Chris Hadfield ici, on se réjouit de vous voir dans l'espace. Alors, on a beaucoup de fierté au Canada pour ce qui est de notre histoire de l'espace, notre technologie de l'espace en optique, en robotique, satellite. La liste se poursuit. Et l'une des choses à laquelle nous sommes dévoués dans les 5 années à venir, c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui avec nous, c'est parce qu'on est dévoués à étendre notre mandat sur l'espace au musée. On envisage déjà un grand musée sur l'aviation internationale et on est déjà perçu comme étant un des plus grands musées en termes d'aviation et on se réjouit de faire de même du côté de l'espace et on invite tous nos différents partenaires à s'allier à nous dans le milieu universitaire, etc. Donc surveillez notre musée, je vous assure qu'il y aura bien plus de programmation de ce type à l'avenir. Donc maintenant, je pense qu'on aimerait passer au vif du sujet. Avant de continuer, j'aimerais vous présenter notre modératrice, Annick Deteuil. Elle a complété son baccalauréat à l'Université Laval. Sa maîtrise en génie civil à l'Université d'Ottawa et son doctorat en génie mécanique à l'Université Carleton. So we can see already you can move from. Donc on peut voir qu'on peut passer d'un institut à l'autre et prendre différentes occasions au fur et à mesure dans la région. Conseil national de recherche Canada au laboratoire d'aérodynamique depuis 2010. Sa spécialité est l'aérodynamique des corps non profilés dans le régime critique du nombre de Reynolds. Son expérience porte sur l'étude expérimentale en soufflerie pour comprendre l'aérodynamique des athlètes, des voitures, des édifices et des ponts. Elle est aussi la mère de 2 enfants de 2 ans et 4 ans, our future astronauts. Nos futurs astronautes. Donc, Annick, à vous la parole. Thanks, Mr. Kitson. It is my pleasure tonight to be here. Merci, M. Kitson. Je suis heureuse d'être ce soir. Et ce soir, nous avons la chance de rencontrer 2 astronautes canadiens qui sont ici pour nous faire profiter de leur expérience en nous décrivant les différentes étapes qu'ils ont parcourues, d'où ils venaient, leurs origines et leur formation. Et tout au long de la manifestation, nous avons des gens au musée, mais également des personnes en ligne. Et j'encourage les personnes qui sont en réseau avec nous de poser des questions sur la page de Facebook. Et pendant les discussions, vous pourrez également peut-être poser des questions. Cela dit, après les exposés, nous aurons une période de questions et réponses, dont certaines proviendront de l'auditoire et d'autres également de la page Facebook. Ou en anglais. I'm now proud to introduce. Et maintenant, je vais présenter nos 2 invités ce soir, le Dr. Robert Dursk, qui est l'un des 6 premiers Canadiens qui ont été sélectionnés en 1983 par le Conseil de recherche national du Canada dans le cadre du programme d'astronautes canadien, et il a été dans l'espace à 2 reprises, la première fois en 1996 à bord de la navette spatiale et la deuxième fois en 2009 à bord de la Station spatiale internationale pendant 188 jours. Dr. Dursk resigned as an astronaut in. Et en 2012, depuis 2012, il se consacre à différentes organisations. Et également, il est chancelier de l'Université de Calgary. Le deuxième intervenant Was one of the 2 persons qui est l'une des 2 personnes sélectionnées en 2009 pour le 3e programme de recrutement du Canada. Et il a été diplômé pour le programme de candidat et maintenant fait partie de la mission du centre de contrôle de la NASA. Et je donne la parole à nos 2 astronautes qui vont lancer la discussion et nous allons suivre avec plaisir l'histoire que vous avez à nous raconter. Well, thank you for the invitation to be here today. Merci de nous avoir invités. J'imagine que le recrutement d'un astronaute, ça commence par un rêve personnel. Et lorsque j'étais en 3e année, j'imagine que certains des écoliers ici sont en 2e, 3e année.
Et donc, c'est à peu près à cet âge-là que j'ai été très inspiré par le premier programme américain. J'aimerais que l'on nous projette la diapo 32. Et donc, un jour, j'arrive dans ma classe de la 3e année et mon enseignant nous dit qu'un peu plus tard dans la matinée, toute la classe allait participer à une manifestation historique. Et vers le milieu de la matinée, elle a allumé la radio et on a entendu la diffusion par John Glenn qui parlait à partir du Mission Control. C'est la première fois que j'ai entendu un astronaute parler, la première fois que j'ai entendu parler du mot de espace. Et je me suis dit que si j'avais l'occasion, j'aimerais vraiment être astronaute et marcher dans l'espace. Et ça a commencé en 3e année pour moi. Et puis, à mesure que j'ai grandi, j'ai été inspiré par le programme Apollo américain. Je me suis rendu compte que j'étais Canadien, qu'il n'y avait que les Soviétiques et les Américains qui participaient à ce genre d'activité. Donc, j'avais toujours mon petit rêve, mais il était en veilleuse. Je l'avais mis quelque part dans le formatel jusqu'au moment où il y a eu le Conseil national de recherche a lancé un appel pour ce programme, comme l'a dit Annick, et là, ça y est, ce rêve est revenu à la surface et nous y reviendrons pendant le reste de la soirée. Mais ça a commencé par un rêve personnel. Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai eu une expérience très similaire. Pareil, je regardais l'encyclopédie parce que j'étais fasciné par les avions. Dans l'encyclopédie, c'était les livres qu'on avait avant Internet, hein, si vous ne savez pas. Et j'ai vu l'article sur Armstrong et cette photo, si c'était pas celle-là, c'était une très similaire, était là et ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, c'est incroyable. Il a marché sur la Lune puis il est revenu. J'ai jamais regardé la Lune pareille après. À chaque fois que je la regarde, je me dis, il y a des gens qui étaient debout sur la Lune. C'est incroyable. Ça représente les choses incroyables qu'on peut faire lorsqu'on fixe des objectifs ambitieux. Bon, c'était pas tant ce que je me disais à l'époque, mais c'est ce que ça a évolué. Et pour moi, ça représente ce que l'humanité peut faire lorsqu'on fixe des objectifs ambitieux et qu'on travaille en équipe pour y arriver. Donc, je n'ai jamais laissé tomber ce rêve, mais je voulais ajouter à cela que pas tous nos collègues ont ce genre d'expérience. Certains de mes amis qui sont astronautes n'ont jamais trop réfléchi à ça avant qu'ils reçoivent, qu'ils voient les recrutements et ils se disent « Ah, c'est curieux, je suis qualifié pour postuler. » Je n'ai jamais pensé que c'était possible. Et puis ils ont commencé à se penser là-dessus et puis ils ont dit « J'ai beaucoup des attributs qu'ils recherchent. » J'ai cet esprit d'exploration, cet esprit d'aventure, j'aime être mis au défi. Et j'ai beaucoup de profondeur de connaissances. Donc ils ont postulé. C'est pas toujours un objectif à long terme, comme j'ai pu découvrir, mais pour beaucoup d'entre nous, on partage des histoires très similaires. This evening we were chatting. Nous parlions un peu plus tôt de ce que ça exige pour devenir un astronaute. Il faut avoir la formation, mais il faut avoir beaucoup de chance aussi. Et donc, moi, j'ai eu des parents qui ont été des véritables exemples pour moi et qui m'ont beaucoup encouragé pendant toutes mes années, même d'école, à partir en quête de rêves impossibles. Et puis, j'ai été inspiré par des gens qui travaillaient très dur et qui voulaient également faire leur part et rendre à la société ce qu'ils avaient reçu. Lorsque je me suis présenté comme candidat, avec 4000 autres candidats, et il y a des gens qui étaient beaucoup plus qualifiés pour devenir les premiers astronautes canadiens. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Oui, je suis d'accord. J'ai vraiment trouvé qu'à la fin du dernier processus de recrutement, moi, j'avais pas l'impression que j'allais être choisi à la fin de tout ça. C'était pas un manque de confiance en moi. J'étais certain de pouvoir faire le travail et très bien. Mais je me disais simplement que les statistiques n'étaient pas en ma faveur. Et plus je regardais le processus, plus je rencontrais les autres candidats, et je me disais, oh, il y a beaucoup de Canadiens qui sont tout aussi qualifiés ou même plus qualifiés pour faire ce travail. Et donc je me suis vraiment dit qu'à la fin de tout ça, si vous prenez ces 5000 Canadiens, vous les mettez dans le même processus dans l'année suivante, vous auriez certainement des résultats différents parce que dans la réalité, vous éliminez des gens qualifiés pour arriver à 2 personnes. Et j'ai souvent dit que si le Canada avait besoin de centaines ou de milliers d'astronautes, ça ne serait pas trop difficile à trouver. Donc en fait, on élimine des gens très qualifiés. La seule façon d'obtenir ce travail, qui est un formidable boulot, c'est de postuler, c'est d'essayer.
The Canadian Le programme d'astronautes canadiens a beaucoup changé au cours des 30 années d'existence. Une petite question. Si vous avez moins de 13 ans, vous pouvez répondre à la question. Qui a été le premier astronaute canadien à se déplacer dans l'espace? Non, ce n'était pas Chris Hadfield. Inaudible. Yes, Marc Garneau. qui a volé en 1984. Et j'ai été l'astronaute de relève pour Marc Garneau. So Marc Garneau was the first Canadian astronaut to fly in space. And the recruitment campaign... Il a été le premier à voler dans l'espace et la campagne de recrutement, au début, aux premières étapes de ce programme, différait de la campagne de recrutement qu'a connue Jeremy, qui est beaucoup plus récente. Voilà ici en quelques mots en quoi consistait ma campagne de recrutement. Et Jeremy pourra vous parler de la sienne, qui est quand même plus à jour. Alors, pour revenir à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas d'Internet, nous avions des journaux, donc j'étais dans la salle d'attente du médecin, j'ai commencé à lire le journal, et là, je voyais en première page une annonce. On recherche un astronaute, le Canada lance un programme d'astronautes. Voici les qualifications, les qualités, les attributs. Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature et votre curriculum vitae au Conseil national de recherche qui se chargeait de la campagne de recrutement. Donc j'avais ce grand rêve qui est revenu tout de suite en force dans ma tête et donc j'ai immédiatement présenté ma candidature. Et il a fallu 6 ou 7 mois et d'étapes de recrutement parce qu'il y avait 4200 personnes qui s'étaient présentées, donc il fallait qu'il fasse une sélection pour ne retenir que 6 candidats, donc il y a eu plusieurs étapes. Et il y avait bien sûr le formulaire de candidature, une petite rédaction expliquant pourquoi on voulait devenir astronaute, plusieurs examens médicaux au fur et à mesure des différentes étapes. Et c'était des examens qui devenaient de plus en plus approfondis, dirais-je. Et puis, nous sommes allés pendant plusieurs semaines dans des grandes villes canadiennes. Et c'est là que se déroulaient les entrevues pour l'examen médicaux, encore une fois approfondis. J'ai rencontré également d'autres candidats à cette occasion. Et il y a eu des concours oratoires, si vous voulez, parce que nous représentons le Canada, donc nous devions être capables de bien nous exprimer. Nous ne le savions pas. Et donc, nous avons été invités dans toutes sortes de réunions où il fallait faire montre d'un peu de savoir-vivre, des cocktails où nous rencontrions de grands scientifiques, de grands ingénieurs, des gens du monde politique. Et nous ne savions pas que c'était surtout nous que ces gens-là étaient en train d'évaluer pour savoir si nous ne faisions pas trop mauvaise figure. Et puis, après une période de 6 mois environ, eh bien, nous avons reçu un coup de téléphone et les 6 personnes qui étaient les 6 élus ont reçu un coup de téléphone. Ils ont commencé notre travail au Conseil national de recherche. Nous étions les premiers astronautes désignés. Peu de temps après, et comme j'ai reçu mon coup de téléphone moi-même par coïncidence, je jouais donc cette composition des autres, la planète qui m'envoie toujours, qui me fait toujours frémir. Et donc ça me rappelle ce grand rêve qui s'est réalisé. Et c'était en 2009 que... Oui, en 2009, il y avait beaucoup de similarités. Je pense pas qu'on était aussi naïfs que vous. On se disait qu'ils avaient des caméras dans notre chambre d'hôtel même. Nous, on était à l'autre bout du spectre, on était tous parano, qu'on était surveillés constamment et que tout ce qu'on faisait était surveillé. Mais une expérience similaire, ça a pris 1 an et j'ajouterais dans ma réponse que les choses seraient assez similaires dans ce recrutement actuel, mais pas forcément exactement pareil. Mais dans tous les cas, ce que l'on a fait, c'était un processus d'1 an. Ça a commencé avec un processus papier qui se poursuit maintenant, similaire à ce qui se fait pour les candidats qui ont commencé à postuler. Et puis on a fait des examens médicaux à différents endroits. On est allé voir les médecins militaires les plus proches d'où on habitait. On a fait une téléconférence par vidéo, un entretien par vidéoconférence. Je crois qu'on était près de 80 ou 100 candidats. Je me souviens que Dave Williams était sur ce panel. Et je me souviens d'une histoire drôle où vous vous préparez pour un entretien, un processus d'entretien. Vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'ils vont me demander ? On se prépare mentalement à certaines réponses, bien sûr.
Mais Dave m'a pris vraiment au dépourvu avec une des questions. Il m'a dit, vous êtes sur la Station spatiale internationale, vous êtes équipé de la combinaison, vous êtes prêt à sortir dans l'espace et lorsque vous ouvrez la porte, elle se tourne vers le bas, vers la Terre. Lorsque vous ouvrez ça, vous voyez la planète. Et il a dit, tandis que vous flottez vers l'extérieur, vous avez la planète devant vous, qu'est-ce que vous dites? Et je me suis dit, je réfléchissais dans ma tête, j'ai jamais pensé à ça, c'est sûr. Et dans toute ma sagesse, j'ai dit, waouh, c'était ça ma réponse. Et je me suis dit après, bon, c'était vraiment pas une très bonne réponse, mais après être accepté, j'ai demandé à Dave Williams ce qu'il a dit. Et il a dit, waouh. Donc je me suis dit, parfait. Donc on a fait cet entretien. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, et puis le prochain processus, c'est quand on a commencé à voyager, qu'on était à 40 candidats à ce moment-là, on a eu toutes sortes d'examens physiques, de natation. C'est assez compliqué pour les astronautes d'être à l'aise dans l'eau. C'est pas comme s'il y avait besoin d'être athlète, mais on s'entraîne beaucoup dans l'eau. On utilise les effets de la flottaison. Donc lorsque vous avez une combinaison spatiale, c'est très difficile pour travailler là-dedans et ça pèse près de 300 kilos. Donc, si vous la portez comme ça dans 1G, vous allez simplement tomber et vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Donc, on utilise l'eau pour s'entraîner, pour la flottaison. Mais avant de rentrer dans la combinaison, dans la piscine, vous allez faire de la plongée pour vous être à l'aise et bien connaître la station spatiale qui est construite sous l'eau. C'est au centre spatial de Johnson. On fait de la formation de survie sous l'eau. Bon, on n'a pas de photos du tout, mais... Donc la survie sous l'eau, parce que dans une capsule, lorsque vous quittez la Station spatiale internationale, la façon dont il y a l'orbite, vous pourriez vous retrouver n'importe où sur la planète de 53 latitudes sud, de 53 latitudes nord. Il y a beaucoup d'eau sur notre planète, donc vous pourriez atterrir n'importe où au milieu de l'océan avec peut-être 1 ou 2 journées avant que les gens peuvent arriver pour le sauvetage. Donc on fait de la survie en milieu aquatique. J'ai vécu sous l'océan pendant 1 semaine. On a des photos de Nemo, c'est le nom de la mission, voilà. Donc ça, c'est l'habitat Aquarius au fond de l'océan, près de Key Largo, en Floride. C'est un lieu vraiment fascinant. L'une des expériences de vie les plus impressionnantes que j'ai eues, et j'ai vécu là-dedans pendant 1 semaine, et je voulais pas partir. C'est essentiellement une petite caravane avec 6 personnes qui peuvent à peine être là-dedans. Il y a 3 lits là-dedans, il n'y a pas assez de place pour vous retourner quasiment. Mais je voulais pas partir, c'est l'expérience la plus incroyable. Mais au bout du compte, on a passé beaucoup de temps dans l'eau. Donc c'est très important que les candidats s'assurent qu'ils sachent comment nager, qu'ils puissent faire preuve de ce genre de confort dans le milieu aquatique. On a également fait d'autres examens, comme on peut supposer, des tests robotiques, votre capacité à apprendre l'usage des bras robotisés, des tests d'aptitude, bien sûr. Et on avait également une journée rigoureuse. On n'a pas la vidéo ici, mais il y en a une partie qui était la vidéo qu'on a vue au début de David et moi, avec certains de nos collègues dans le processus, à lutter contre des incendies et à colmater des brèches dans un navire qui coule. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'espace, vous me direz, mais c'est un site vraiment cool sur la côte est qu'à la Navy. Ils en ont un de chaque côté du pays et ils peuvent vous mettre dans cette frégate simulée à l'intérieur d'un bâtiment qui penche d'un côté, et vous allez en certaines salles du vaisseau et ils peuvent simuler une inondation, ils peuvent transformer ça en barbecue, ça fait des incendies monstres, et vous êtes là-dedans et vous ne pouvez pas éteindre cet incendie. Ils peuvent faire durer l'incendie autant que vous voulez, vous pouvez lutter contre toute la journée, ça continue de venir. Pareil pour colmater la brèche, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, ils vont ouvrir une autre brèche. Donc ils peuvent vous faire vivre un enfer, et c'est essentiellement l'expérience. Parce que c'est une chose de se présenter à un entretien et de se présenter dans l'environnement où vous êtes. On est confortable, je suis reposé, j'ai mangé, je suis hydraté. C'est quelque chose de très différent de faire un effort à la fin d'une journée très difficile. Il y a des choses qui sont très risquées, il faut faire attention. Et on ne s'amuse pas. Vous ne vous amusez plus là. C'est pas de la rigolade. Et je crois que c'est un des tests importants dans nos aptitudes quant à ce qu'on peut attendre d'un individu lorsqu'ils sont dans la station spatiale, qu'il y a un trou dedans, par exemple, ou il y a un incendie sur la station spatiale. Le code entre les astronautes, c'est peu importe ce qui se passe, on va faire exécuter le plan, même si ça a l'air désespéré.
on va soit survivre ou on va mourir en essayant, et on va pas juste se recroqueviller et puis pleurer ou espérer qu'il y ait une autre façon de faire. On va continuer à travailler. Donc on cherche ces attributs-là. En plus de ça, il y avait beaucoup d'entretiens, de la formation en communication, des examens pour parler aux médias. Je crois que ça résume assez bien la chose. Jeremy parlait des sélections, notamment en matière de comportement d'attitude, et à mesure que j'avance en âge, je me rends compte que c'est essentiel pour la formation des astronautes. Et chacun sait que il existe du travail scientifique, même du travail théorique à accomplir en tant qu'astronaute, et donc également des critères en matière de santé, de forme physique. Mais je crois que l'attitude est essentielle. Il faut des gens qui ont un état d'esprit particulier. D'abord quelqu'un qui ait une vision des choses, qui sache rêver, qui sache prendre des risques calculés, qui soit capable également de porter toute l'attention nécessaire aux détails, parce que c'est essentiel, qui sache se prendre en main et ne pas obliger autrui à penser, qu'il soit en forme d'abord l'hygiène personnelle, faire son travail, être fiable, bien résister, être résilient, savoir suivre, être bon soldat, mais en même temps être bon leader, être bon coéquipier, et faire les choses dans l'intérêt de l'équipe également, et également les aptitudes à la communication interculturelle. Donc je pense que ce sont ces qualités humaines que l'on cherche pour être astronaute canadien en particulier. Je pense que les Canadiens eux-mêmes, eh bien, le fait d'être Canadien nous donne un avantage, une petite tête de plus au départ, parce que le Canadien en général est poli. C'est quelqu'un qui sait être bon médiateur, qui a du tact, et c'est essentiel, alors que d'autres personnes qui ne les ont pas ont du mal à les acquérir, ces attributs. Ce sont les qualités que nous cherchons du point de vue psychologique. Et pendant la campagne de recrutement, il va y avoir un certain nombre de tests écrits et de tests à l'ordinateur pour déterminer ses qualités personnelles, psychologiques, et également des entrevues avec des psychologues, des psychiatres pour les aspects psychométriques. Et puis alors en 1992, il y a une campagne à laquelle ont été engagés Dave Williams, Julie Payette, et j'ai eu, moi, le privilège de faire partie du comité de sélection. Et donc, il y a eu toutes sortes d'entrevues avec les candidats. Et moi, je me trouvais face à ces candidats et je me disais, est-ce que j'aimerais passer 6 mois dans l'espace avec cette personne-là, dans un endroit où on est vraiment isolé, confiné? Et c'était peut-être une façon de jouer mon rôle de membre du jury. Ou est-ce que je pourrais véritablement lui faire confiance pour sauver ma vie s'il y avait une dépressurisation, un incendie à bord de la station spatiale? Je crois que l'attitude, l'état d'esprit, c'est quelque chose de déterminant pour pouvoir aspirer à être astronaute, ou également, et je suis sûr que l'Agence spatiale du Canada a examiné ça de très près. Alors, on peut prendre une petite pause amusante parce que là, il y a une photo, et c'est une des choses qu'on fait dans le travail. Ça, c'est ma classe de 2009. Il y a 9 Américains sur cette photo, 3 Japonais, et puis David Saint-Jacques, l'autre Canadien, et moi-même. Et ça, c'est le jour où vous vivez l'apesanteur pour la première fois. Et donc, pour tous les jeunes dans le public, si vous vouliez prendre une photo de classe comme ça, parce que ça, c'est ma photo de classe, c'est pas mal, non? Si vous voulez prendre une photo de classe comme ça, vous allez à l'arrière d'un gros avion, le pilote remonte sec, et puis d'un coup plonge, comme si c'était montagne russe, et pendant 25 secondes à peu près, vous vivez l'apesanteur. Et c'est vraiment formidable. Vous pouvez imaginer si on pouvait éteindre la gravité ici pendant un instant, on s'amuserait bien. On serait tous en train de flotter dans les airs, on serait tous en train de se comporter comme des enfants, on jetterait nos épaules de l'autre côté de la pièce et on rebondirait sur les murs. C'est vraiment très amusant. Mais souvenez-vous que cet avion redescend vers le sol et puis après 25 secondes, le pilote doit redresser, sinon vous allez vous écraser.
Et donc, vous allez vivre la force de la gravité deux fois. Deux fois votre propre poids qui vous pousse dans le sol. Et des fois, on est des gens prudents et des fois, on ne l'est pas. Et dans ce cas-là, on était tellement excités quant à cette photo qu'on n'a pas quitté cette position à temps. Ce qui veut dire que le pilote a commencé à redresser et on a tous écrasé Serena qui est en bas, là, en dessous. Et on l'a absolument écrasée. Bon, elle s'en est bien sortie, mais ça fait une bonne photo dans tous les cas. Est-ce que vous pouvez mettre la diapositive 28, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir la diapo 28, s'il vous plaît? This is my story. Alors ça, c'est mon histoire. On a travaillé dur à bord de la station spatiale. L'entraînement vous pousse jusqu'au bout, jusqu'à vos dernières limites. Mais moi-même, 188 jours à bord de la station spatiale internationale, y compris le 31 octobre, et les membres canadiens américains ont expliqué aux Européens et aux Russes que c'était que Halloween. Alors tout le monde était là en train de chercher, de ramasser ce que l'on pouvait pour se faire un costume de Halloween. Et voilà nos costumes de Halloween. Et tout à fait à droite, il y a notre commandant qui s'appelle Frank Dowena, qui vient de Belgique. Et donc il devait être un forçat, et donc il devait porter le pyjama rayé, le costume rayé avec des menottes, évidemment les lunettes noires, pour avoir l'air patibulaire. Et 3 secondes après avoir pris cette photo, Houston nous appelle, et c'était Mission Control qui nous appelle et qui dit donc il y a une situation urgente pour le commandant. On appelait le commandant, donc c'est moi qui étais le plus près du panneau de communication. J'ai vu le micro, j'ai vu Frank, j'ai pris le micro, j'ai dit voilà, France est attaché. Il est occupé, c'est un jeu de mots. Voilà, donc en tout cas, toujours est-il qu'il était là, mis dans les menottes, et on n'a pas la photo suivante, mais toujours est-il que Nicole, qui se trouve là à 11h sur la photo, a pris le micro et l'a mis près de la bouche de Frank, et on a pris des notes, et tout le monde riait au fond, et donc Mission Control, on pensait que nous étions devenus complètement cinglés à bord de la station spatiale. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on travaille dur, c'est sûr, on se pousse au bout de ses limites, et la plupart du temps, on était là, dans la station, et puis on avait un petit air, un sourire béat, un peu idiot quand même, mais bon. Et donc, on essaie de comprendre le mot s'amuser. Il y a le s'amuser catégorie 1, s'amuser catégorie 2. S'amuser catégorie 1, c'est lorsque on est en train de rire. Ah, c'est formidable, c'est comme être sur les montagnes russes. Bon. Et puis, s'amuser au deuxième degré, c'est faire un gros travail très prenant. Par exemple, John et moi, nous avons fait un exercice de formation dans les canyons du Utah. Et nous étions à court d'eau, à boire, et nous avons beaucoup travaillé. Nous parcourions de longues distances tous les jours. Nous avions atteint la limite de nos forces. Et puis, à un moment donné, et donc... finalement, on se dit, c'était quand même le fun, mais c'était le fun au deuxième degré, le fun au deuxième degré. Donc, on travaille dur, on va jusqu'au bout de ses limites, mais quand même, on le fait avec des gens sympas, c'est chouette. C'est un beau costume, d'ailleurs. Tu as l'air assez fou, là, Bob. Alors, tu as mentionné quelque chose, Bob, à propos des rêveurs, des visionnaires. Je crois que c'est très important aussi. Et je vais vous amener à regarder la diapositive ici. C'est une bonne introduction. Parce que pour les candidats actuels, les jeunes Canadiens dans la salle, je crois qu'il est très important que vous compreniez notre façon de voir l'avenir de l'espace. Et ça évolue constamment. Et actuellement, je crois qu'on peut dire que ça évolue le plus rapidement de toute son histoire. Ça, c'est un exemple de 2 nouveaux véhicules qui sont en train d'être construits actuellement sur les programmes qui sont assez accomplis. C'est le SpaceX et le véhicule Boeing à droite. Et ils vont envoyer des gens dans l'espace d'ici la fin 2017 s'ils sont dans les temps, un lancement à partir de l'Amérique du Nord. Donc, c'est assez excitant. Si on voit ici, vous avez peut-être vu que SpaceX a atterri leur première phase de la fusée. Si vous n'avez pas vu ça, c'est formidable. Vous savez comment les fusées fonctionnent. Si mes mains sont la fusée, ça décolle pour aller vers l'espace. Et lorsque la première phase n'a plus de carburant, ma main droite, ça tombe. Et ça tombe dans l'océan. C'est des ordures, on ne le récupérera jamais. La deuxième phase continue. Et pour vous donner une idée de la première phase,
Sur la prochaine diapositive, voilà la même fusée. Vous voyez la personne en dessous, ça c'est la première phase. Il y a une personne en dessous ici pour voir l'échelle. Donc c'est un gros morceau d'équipement et ça coûte très cher. C'est pour ça que l'exploration spatiale est si coûteuse, parce que c'est comme jeter un avion après l'avoir utilisé une fois. Et tout le monde comprend que ce n'est pas la façon la plus efficace en termes de coût, mais jusqu'à maintenant, ça a été la seule façon de fonctionner. Et SpaceX nous donne un exemple d'un nouveau marché concurrentiel pour accéder à l'orbite. Ils ont dit, on ne va pas jeter ça, on va trouver une façon de le ramener, de le faire atterrir, pour que l'on puisse le réapprovisionner et le faire redécoller. Donc si vous pouvez montrer la vidéo SpaceX, je crois qu'ils ont fait ça avec succès à 4 reprises. Ils ont eu des grands échecs aussi, qui sont tout aussi drôles à regarder. Mais dans cette vidéo, cette fusée vient d'arriver à l'orbite, elle est en chemin pour la Station spatiale internationale, et dans cette première étape va retourner vers le sol et atterrir sur une barge dans l'océan Atlantique. Et jusqu'à maintenant, ils n'en ont pas fait redécoller, ils font des tests, mais ils pensent qu'ils seront en mesure de les faire redécoller. Alors si vous cherchez la vidéo, c'est la vidéo SpaceX que vous avez. And the other thing you have to realize. Et par ailleurs, il faut réaliser que cette entité de roquette était supersonique. Ça veut dire qu'elle va plusieurs fois à la vitesse du son, elle était au-delà de l'atmosphère de la planète, elle doit re-rentrer dans l'atmosphère et atterrir sur une barge à un certain emplacement dans l'océan. Donc c'est une réussite assez phénoménale. Et à 2 reprises, ils sont atterris sur une barge, et les 2 autres fois, ils ont atterri à Cap Canaveral. Donc ça dépend simplement de l'orbite et de la quantité de carburant qu'il leur reste. You guys aren't going to clap? I mean, that is amazing. Vous ne pouvez pas applaudir, c'est formidable. So, Jeremy, I'll get you to play that video again for. On va juste relire cette vidéo une fois parce que ça vaut le coup de regarder. No one on the barge. Non, il n'y a personne sur la barge, c'est simplement ce bateau qui tient sa position d'après des coordonnées GPS. Et la fusée ne voit pas la barge, elle atterrit simplement à un emplacement GPS déterminé. Donc si la barge ou la roquette ont les mauvais coordonnées GPS, ils vont se rater. Donc c'est vraiment incroyable. Mais pourquoi est-ce que je dis que c'est incroyable? Parce que cela suggère un grand changement au niveau de l'exploration spatiale. On parle ici de réduire le coût de 100 fois. Ça coûtera 100 fois moins cher d'aller dans l'espace. Donc si ça coûte 100 fois moins cher, est-ce qu'on va faire plus de choses dans l'espace ou moins? On va en faire beaucoup plus. Et ça change tout, surtout pour les jeunes Canadiens. Moi, je pense que ça va affecter ma carrière en tant qu'astronaute. Imaginez l'impact que ça va avoir sur les jeunes Canadiens aujourd'hui. Il faut avoir une vision de ce qui est possible et non pas de ce qui est faisable aujourd'hui. Mais il va falloir plus de scientifiques, plus d'ingénieurs, plus d'astronautes pour aller dans l'espace pour le Canada à l'avenir. Je crois que c'est très excitant. Alors, on va continuer. On va continuer, on posera les questions après. Can you bring up slide number 7? La diapo 17, s'il vous plaît. L'Agence spatiale du Canada, dans le cadre de son processus de recrutement, va sélectionner des candidats en fonction de leur santé et de leur forme physique. Et tout le monde ne satisfait pas à tous les critères physiques et donc veut avoir des capacités physiques particulières. Par exemple, si il y a des problèmes qu'une personne qui pourrait être atteinte de problèmes graves sur Terre, mais qui dans l'espace pourraient être des choses bénignes. Alors que dans l'espace, évidemment, ça pourrait prendre des proportions beaucoup plus dangereuses. Donc cela exclut la personne malheureusement. Certains candidats ont été écartés par suite de difficultés d'ordre médical, par exemple des calculs rénaux ou un passé avec de l'épilepsie, le diabète et également la psychose. Et puis, c'est lorsqu'il manquait des dents. Et on peut également, à l'époque, il fallait avoir une excellente vision. Si vous n'aviez pas 10 sur 10 de vision, vous ne pouviez pas aller dans l'espace. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si votre vision peut être corrigée avec des lunettes de vue,
eh bien, ou des lentilles de contact, vous pouvez aller dans l'espace. Si vous avez une pression anormale, mais que vous prenez des médicaments et que ça marche, vous pouvez également aller dans l'espace. Mais il faut également que vous soyez relativement en forme. Alors, c'est pas la peine d'être un athlète olympique, mais il faut quand même être suffisamment en forme pour pouvoir subir un programme d'entraînement. Et également faire face à des situations dangereuses et bien pouvoir réagir avec tonus et donc, par exemple, s'il faut s'éjecter d'un engin spatial ou d'un avion aussi. Autre élément concernant la santé physique, c'est que on est en milieu d'apesanteur et donc il y a un déconditionnement de différents organes. Par exemple, le cœur s'affaiblit dans l'espace parce que les parois musculaires du cœur sont moins épaisses et donc elles pompent moins fort, les muscles s'atrophient et les os perdent du calcium. Et donc, il y a le corps s'adapte au milieu de l'apesanteur. Et ça va, mais c'est lorsqu'on rentre en milieu normal que l'on doit de nouveau supporter l'effort requis des muscles, des os et du cœur. Et donc, je pense que nous veillons à notre forme physique avant de partir dans l'espace, compte tenu de ce qui va se passer et de la méforme qui va en découler. Donc, l'état de santé et la forme physique sont deux éléments importants. Et puis, pour les jeunes, éviter les mauvaises habitudes qui pourraient nuire à la santé de votre corps, par exemple les différentes dépendances, toxicomanie, fumer des cigarettes ou également l'alcool. Ça s'appelle votre organisme. Je crois qu'il faut que tu expliques ce qui se passe dans cette photo. Oui. Alors, ceux qui ont moins de 13 ans, s'il vous plaît. Alors, vous savez ce que c'est que les petites haltères, on va les voir bientôt aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce que ça marche dans l'espace? Non. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, les haltères dans l'espace? Oui. Malheureusement inaudible. Tout simplement, il n'y a pas de gravité. Et donc, une haltère de 400 kilos, je pourrais la prendre et la soulever avec mon petit auriculaire gauche. Et donc, ça ne marche pas dans l'espace. Cependant, dans un gymnase habituel, nous pourrions faire de l'exercice avec des haltères. Et ça nous aide pour faire face aux problèmes musculaires et osseux dont je vous ai parlé. Par exemple, si l'on fait, par exemple, si on s'accroupit avec les haltères, que l'on fait également des tractions, que l'on fait travailler les biceps, les triceps, c'est excellent. Donc, nous avions inventé une machine qui s'appelle ABRED, c'est-à-dire c'est un système d'exercice qui oppose une résistance. Et donc, qui remplace cette résistance avec les ressorts, remplace la force de gravité. Et donc, ce qui nous permet de nous exercer dans un contexte d'apesanteur. Nous pourrions également effectuer des poussées, des retraits. Là, vous voyez, on dirait que je suis en train de m'accroupir, ce qu'on appelle un squat. Et donc, c'est un exercice que je faisais moi-même dans l'espace de manière à maintenir mon tonus musculaire. Nous avions également des machines aérobiques dans l'espace. D'abord, une bicyclette immobile ou stationnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de selle dans l'espace, parce qu'il y a un pesanteur, et nous avions également un tapis roulant. Alors, moi, je n'ai pas de photo du tapis roulant, mais nous avons quand même un harnais autour des épaules et de la taille pour nous maintenir en contact avec les pieds contre le tapis roulant. Et plus important encore, nous pourrions mettre des poids dans ce harnais avec une force équivalente à notre poids. Donc, moi qui pèse 75 kilos, j'allais charger ce harnais de 75 kilos afin que mon épine dorsale, mes hanches aussi ressentent cette pression que je ressens moi-même lorsque je suis debout sur Terre, étant donné que dans l'espace, ça n'est pas possible. Et donc, jour après jour, je donnais à mon corps l'occasion de ressentir la pesanteur. If you can pull up that flying video. Alors, si on peut ramener cette vidéo du vol, j'allais parler de ça rapidement.
Parce que les gens me posent beaucoup de questions et disent qu'il faut être pilote pour être astronaute. Et ce n'est pas forcément le cas. Mais une fois que vous êtes embauché comme astronaute, on va utiliser l'aviation comme façon de vous préparer à aller dans l'espace. Alors l'expérience de vol n'est pas prérequise, mais la capacité à apprendre à voler va être nécessaire. La volonté de voler va être nécessaire. Vous allez faire beaucoup de vols. Ce ne sont que quelques-uns des exemples qu'on utilise. On profite de toute expérience de vol qui vous a mis au défi, qui sont difficiles pour préparer les astronautes. Alors bien sûr, c'est le vol avec l'aviation, mais il y a une photo de formation qui s'en vient. Mais, alors voilà le T-38 de la NASA. Pour tous nos astronautes, voilà David qui vole en T-38. Donc tous les astronautes vont apprendre à voler dans cet avion. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce que l'on a beaucoup de bons simulateurs pour former les astronautes quant à comment voler dans l'espace, opérer dans l'espace. Mais le jour où je vais dans un simulateur, je sais que je vais rentrer voir ma famille à la fin de la journée. Il n'y a pas de vrai risque. Vous allez peut-être percevoir le risque, mais vous savez au fond de vous qu'il n'y a pas de risque. Mais voler en avion, il y a du vrai risque. À chaque fois que vous montez dans un avion, vous suivez certaines procédures qui ont été développées au fil du temps pour traiter du risque. Si vous volez assez longtemps, vous aurez des expériences qui vont vous effrayer. C'est comme ça. Et l'aviation, c'est difficile. Et les conséquences des erreurs peuvent être capitales. Et on ne veut pas que la première fois que vous alliez dans l'espace, vous vous rendiez compte, oh mon Dieu, je suis dans une vraie circonstance épeurante. Non, on ne veut pas que cette première expérience soit dans l'espace. On veut que vous ayez ces expériences ici sur Terre. Et l'aviation, c'est l'une des meilleures façons de le faire. Je crois que c'est presque fini. L'Agence spatiale du Canada va recruter 2 astronautes avant l'été prochain. Nous ne savons pas qui seront ces personnes-là. Et ils vont aller à Houston, au Texas, qui est le centre de l'univers pour ce qui est de travail des astronautes. Et ils vont suivre un programme de 2-3 ans, qui est la formation de base. Alors, peu importe si l'on arrive en tant que pilote ou scientifique, ou en tant que médecin, ou en tant qu'ingénieur, vous allez passer 2 à 3 années de formation de base qui va uniformiser le niveau de connaissance et de savoir-faire des personnes qui suivent la formation. Donc un ingénieur va apprendre à piloter un avion, un scientifique va apprendre comment se servir d'appareils de robotique. Un aviateur va apprendre également à faire une intraveineuse. Et donc, si Jeremy devait me faire une intraveineuse, j'aurais tout à fait confiance parce qu'il a suivi la formation. Donc, on vous prend votre bagage initial et puis ensuite, on vous amène à un niveau uniforme de préparation. Ensuite, une fois cette formation de base accomplie, alors, vous êtes un astronaute accompli aussi, et donc vous allez faire la formation avancée, des choses approfondies telles que par exemple les rendez-vous, les appontages, l'utilisation d'appareils robotiques. Est-ce qu'il y a des appareils canadiens de robotique à bord de la station spatiale? Le Canadarm, exactement, le bras canadien de robotique. Et si vous allez au musée, vous allez voir le vrai Canadarm de la station spatiale. Et à bord de la station spatiale internationale, nous avons le modèle numéro 2 qui est encore plus grand et plus robuste. Et donc, il y a d'autres équipements de robotique canadiens. Et la formation avancée comprend également le fait de marcher dans l'espace, et donc c'est-à-dire avoir une compétence très poussée dans certains de ces domaines. Parce que pour être astronaute, il faut vraiment maîtriser un grand nombre de qualifications opérationnelles. Et puis ensuite, donc vous attendez, et puis ensuite on vous convoque, le chef astronaute vous convoque, et ensuite on vous demande si vous voulez voler au cours d'une période qui pourrait être entre 1 et 10 ans en fonction d'un certain nombre de facteurs. Alors, que font les astronautes quand ils ne sont pas en train de voler dans l'espace? Eh bien, ils appuient le programme spatial,
Et donc, nous continuons notre formation, nous recyclons, notamment pour ce qui est des rendez-vous, des appontages, le fait de piloter, apprendre à réparer, et nous appuyons également le programme spatial en examinant, en apprenant de nouvelles procédures, et également en intervenant au micro pour parler avec les astronautes qui sont dans l'espace et essayer de régler certains problèmes qu'ils peuvent avoir pendant leur séjour dans l'espace. Et donc, les astronautes sur le terrain continuent à se former pour maintenir ou améliorer leur qualification ou appuyer les astronautes qui sont en mission dans l'espace. Je voudrais la diapo numéro 9 à présent, s'il vous plaît. And this is our good friend. Voilà, notre amie Julie Payette. Alors là, on la voit qui est en train de suivre une séance de formation à Montréal, dans une station de robotique. Et là, elle améliore son aptitude à se servir du Canadarm numéro 2. Et donc, nous consacrons des centaines d'heures au sein de simulateurs pour répéter les journées que nous passerons en orbite et des milliers d'heures dans les simulateurs pour passer les bons jours et puis surtout les mauvais jours. C'est des situations accidentelles qui peuvent se produire. Il faut apprendre à y faire face, donc on n'a pas le temps de beaucoup réfléchir et de deviser avec Mission Control. Donc, parfois, il faut réagir tout de suite. Et donc, je pense que dans ces simulateurs, nous apprenons et nous maintenons nos qualifications. Et Julie est sans doute l'une des meilleures opératrices de robotique de programme international de déplacement spatial. Alors, 1 heure, c'est long pour rester assis. Alors, prenons une pause de 15 secondes. Vous pouvez vous lever. Et Annick, est-ce qu'il y avait des questions qu'on voulait prendre? Non, nous avons reçu de nouvelles questions. Alors, la première, on vient de mentionner le fait que vous pouvez recevoir un appel à un moment donné et vous avez été sélectionné pour partir dans l'espace. Alors, quel est le processus qui permet d'être sélectionné pour justement cette mission, cette réelle mission, partir dans l'espace? So, a question coming in. Bien, une question a été posée sur Facebook. Quelle impression ça vous fait de recevoir cet appel et une fois que vous avez suivi la formation de base, la formation avancée et que vous êtes assigné à un vol dans l'espace? Je peux vous dire que vous êtes complètement euphorique à ce moment-là. Et donc, on se rend compte que le rêve que l'on avait depuis qu'on était en 3e année se réalise. Et puis, on a un peu le trac aussi. On se demande si on va être à la hauteur. Et je peux vous dire que c'est très fort comme impression. Et je pense que dans la carrière d'un astronaute, c'est quelque chose qui vous fait avoir du fun. Mais il y a quand même toutes sortes de défis à relever, mentaux, physiques, affectifs, émotionnels aussi. Et donc, je pense que je crois qu'il faut savoir aussi se préparer mentalement, être humble. Et puis, il y a également qui décide qui on va désigner. Je pense qu'à l'époque, il y a 25 ou 30 ans, eh bien, on faisait appel aux psychologues, aux psychiatres pour essayer de combiner dans un équipage des qualités et des caractéristiques aussi complémentaires. Aujourd'hui, on essaye de moins harmoniser tout ça. On prend toujours ça en compte lorsque l'on réunit, on compose un équipage, mais il y a également les considérations politiques, donc la nationalité joue un rôle. Quant à la formation, la formation de base, la formation avancée est d'une telle qualité, la formation à la survie, le leadership, le travail d'équipe est d'une telle qualité que moi, je pourrais voler avec n'importe laquelle des personnes qui auraient été formées dans le cadre de ce programme. Voilà, donc moi j'ai totalement confiance dans le programme de formation et ce que le programme m'a enseigné et tous les autres avec lesquels j'ai volé moi-même. Merci. Question concernant... Oui, alors le fait qu'un astronaute doit faire les choses au moment où c'est nécessaire. Alors, lorsqu'on suit la formation, ensuite on est en mission. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on est malade et qu'on est en mission? Est-ce que vous êtes capable véritablement de faire votre travail? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez pas ou que vous avez du mal?
Oui, c'est vrai que les astronautes tombent malades, ou parfois ils ne peuvent pas s'acquitter de leurs tâches lorsqu'ils sont en orbite. Mais on essaie toujours de doubler les équipés à bord d'une station spatiale internationale. Il y a 6 membres d'équipage, il y en a toujours 2 qui sont formés de façon à être complètement polyvalents. Par exemple, moi j'avais une tâche essentielle et pendant mon séjour de 6 mois, c'était d'utiliser le Canadarm2 pour attraper le HTV qui était un véhicule de cargaison et également le faire venir et l'amener jusqu'au flanc de la station spatiale. Moi, j'ai eu la formation pour cela, et moi, quand je n'étais pas capable de le faire, il y avait 2 autres personnes qui, elles, étaient qualifiées. Donc, c'est ce qu'on appelle la redondance au niveau des tâches. Y a-t-il des questions de l'auditoire? Vous pouvez peut-être venir au micro. Ou si vous parlez suffisamment fort, on ne vous entendra pas. The audience today in Ottawa who have applied. Est-ce qu'il y a des gens ici à Ottawa qui se sont portés candidats pour la campagne de recrutement d'ici le mois d'août? Oui, voilà. Donc il y a au moins 2 personnes. Parfait. Yes, hello. You talked a lot about the risks. Oui, bonjour. Vous parlez beaucoup des risques impliqués lorsqu'on est astronaute. Qu'en est-il de l'engagement en termes de temps, de formation? Je suppose qu'il y a beaucoup de pression au niveau du temps. Combien de temps avez-vous pour votre vie personnelle, votre famille, pas juste vous-même, mais les astronautes de façon générale? Alors, j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là. C'est une bonne question, effectivement. Merci de l'avoir posée. Lorsque je réponds à cette question, je parle de 3 phases. On parle de la sélection, de la formation. Moi, j'ai trouvé que cette phase-là, on était occupé, mais c'était plutôt un horaire de 8h, 17h. On voyageait. Bon, ça peut toujours changer, mais durant ces 2 premières années, je dirais qu'on passait 8 à 10 semaines en déplacement. Donc, ce n'était pas beaucoup de déplacements. C'était généralement 4-5 jours à la fois. Donc, j'étais souvent à la maison. C'était une vie de famille tout à fait raisonnable. Je crois que la majorité des choses que je faisais dans mon temps libre étaient des études après que les enfants soient au lit. J'ai 3 jeunes enfants, donc j'étudiais tous les soirs après qu'ils aillent se coucher. Je passais beaucoup de temps à étudier le russe aussi dans mes soirées parce que j'ai trouvé que c'était particulièrement difficile à maîtriser cette langue. Donc ça, c'est les 2 premières années, donc principalement 8h, 17h, un peu de déplacement, vie familiale raisonnable. Maintenant que je suis en pré-affectation, en formation, j'attends une mission. C'est un travail très divers, il n'y a pas de semaine moyenne, disons. On a des planificateurs et ils vous planifient une journée de 8h à 17h tous les jours où vous êtes à Houston. Et vous allez avoir votre horaire le jeudi pour la semaine suivante. Ça veut dire le lundi, vous êtes au MBL, qui est cette grande piscine. Vous allez travailler en combinaison. Mardi, vous avez cours de russe. Vous avez un vol en T-38. Vous avez un cours sur les aspects de médecine de la Station spatiale internationale. Je vous donne des exemples au hasard, mais le mercredi, vous allez voler. Jeudi, vous avez peut-être qu'une demi-journée. C'est là que vous avez le temps de faire de l'administratif. Vous avez d'autres travaux à faire. Vous gérez les courriels, etc. Et ça se passe comme ça. Mais le déplacement, ça, il y en a plus. Moi, je suis parti au moins 1 semaine par mois, généralement au Canada. Alors, soit je fais de la communication comme ce soir, par exemple, quelque part au Canada, où je vole toujours avec les forces armées canadiennes 4 semaines dans l'année, ou alors je suis sur une aventure quelque part, ce qui est formidable. Alors, j'ai passé différentes semaines dans l'Arctique canadien, des aventures de géologie. J'ai vécu sur le fond de l'océan. Vous pouvez voir une autre vidéo, c'est un autre exemple. Donc je suis certainement parti 1 semaine par mois en moyenne, et de temps en temps c'est un peu plus. Donc certainement 14-15 semaines par an, je suis parti de la maison. Mais j'ai trouvé que c'était assez gérable parce que on prévoit le déplacement. Donc je sais généralement 1 mois, 2 mois, 3 mois, même des fois à l'avance où je m'en vais, quand je m'en vais. Et ma femme et moi pouvons planifier les choses pour la famille. Donc ça, c'est raisonnable. Et puis il y a la phase d'affectation. Rock, tu peux certainement parler de ça. Le Canada
et membre du programme de Station spatiale internationale. Donc, outre le Canada, il y a la NASA, les États-Unis, les Russes, les Japonais et l'Europe. Donc, une fois que vous êtes affecté en tant qu'astronaute pour faire partie d'un équipage, alors vous commencez à vous former et il y a tous les pays en question qui interviennent. Donc, nous vivons à Houston. Et donc, c'est une bonne partie du temps que nous passons, la moitié c'est à Houston, mais nous allons à Star City, près de Moscou, ou Tsukuba au Japon, à Cologne, en Allemagne, entre autres. Et donc, cela nous éloigne de chez nous. Et évidemment, on ne peut pas assister à tous les anniversaires. C'est un peu... Ou, par exemple, lorsque notre salle, chambre à coucher a été envahie par de l'eau chaude parce que la chaudière avait craqué, je n'étais pas à la maison, je n'ai pas pu aider. Donc, voilà, ça, c'est évidemment, ça me stresse n'avoir pas été près de ma famille. Et pour les deux candidats que je viens de voir, veillez également à vous entretenir avec votre conjoint des risques que comporte le fait de faire partie d'un équipage. Nous avons perdu des membres d'équipage, nous allons en perdre dans l'avenir. Donc, parlez-en franchement avec votre douce moitié ou votre conjoint. Alors, il ne faut pas quand même que vous ayez ce genre de réflexion tardivement. Et donc, je vous l'ai déjà dit, être astronaute, c'est vraiment... Je ne pourrais jamais rêver de quelque chose de plus intéressant, stimulant, réjouissant aussi. Mais il faut consentir des sacrifices et peut-être que je n'apprends pas aussi vite que Jeremy. Et la veille d'une simulation, eh bien, moi, j'étudie les manuels et donc je reste le nez plongé dans mes livres et je laisse un peu ma famille de côté. J'ai du mal avec la langue russe, donc je dois y passer un peu plus de temps, ce qui me tient éloigné de ma famille aussi. Donc, il faut véritablement s'accrocher dur, il faut être opiniâtre, déterminé et accepter les sacrifices également, que ça pèse un peu sur la famille. Moi, j'ajouterais que je n'ai pas d'autres hobbies maintenant, si ce n'est les enfants. Mais je ressens pas le besoin. Mon hobby, c'est mon travail. Et j'ai beaucoup d'expériences fascinantes dans le cadre de mon travail. Donc le temps limité que j'ai, je fais du nouveau travail le soir, parce que simplement qui nous sommes, on n'est plus très intéressé par ce que l'on fait, c'est notre hobby. Donc je me sens pas surchargé ou stressé par cela. Je ressens toujours qu'il y a du temps pour la famille, mais ça pèse sur la famille, c'est sûr. Mais je connais beaucoup d'emplois qui sont finalement très similaires. C'est pas juste astronaute, il y a beaucoup d'emplois. Mes confrères, mes consoeurs dans l'armée, je dirais que c'était... mes frères et mes sœurs dans l'armée, c'était pire sur la famille que dans mon travail. Merci pour cette réponse. Merci. Je crois que ça nous aide vraiment à mettre les choses en contexte avec les pour et les contre. Et je crois que de façon générale, vous êtes très content de votre travail. Alors, y a-t-il d'autres questions du public? On va commencer avec les enfants. Oui, en jaune. Oui, veuillez vous lever. Est-ce que vous pourriez nous montrer des vidéos de vos déplacements dans l'espace? Y a-t-il des vidéos? Mais écoutez aussi, bon, les atterrissages ratés ou vraiment ça a été des atterrissages brutaux? Oui, j'en ai un qui a été filmé, mais ça, je dois dire que ça fait peur. Non, si tu demandes à tes parents, ils peuvent regarder ça sur Internet, par exemple, atterrissage, et là tu trouveras des atterrissages ratés. Mais il n'y avait personne à bord de ces fusées, personne n'a été blessé. Yep, you can stand. If you were lost in space, do you guys have some kind of way to get out of that situation? You were disconnected from your spaceship? Si vous étiez perdu dans l'espace, est-ce que vous avez une façon de vous en sortir? Lorsqu'on est perdu dans l'espace, il est très difficile de reprendre le contact. C'est une question très pertinente. Tu penses sans doute à une promenade dans l'espace où on est à l'extérieur de la capsule spatiale et tout d'un coup,
tu te mets à flotter parce que tu as perdu le contact. Alors, il y a des façons de reprendre le contact. Tout d'abord, nous avons des règles de vol extrêmement sévères. La façon dont on organise une promenade dans l'espace et une activité extravéhiculaire. Et donc, lorsque je suis à l'extérieur, si par exemple ça c'est la Station spatiale internationale que je travaille, je suis toujours attaché à deux points. Et je ne me déplace et je dois avoir 2 points d'ancrage. Et j'ai toujours un outil avec moi. Dans cet outil a toujours un lien entre la structure de la capsule spatiale et cet équipement, cet outil. Et donc, je ne crois pas que nous ayons jamais perdu d'équipement important et jamais d'astronautes. Mais la question est très pertinente parce que ça pourrait se produire dans des situations très difficiles. Et lorsqu'un astronaute sort et qu'il fait une activité extravéhiculaire, il a également un sac à dos dans lequel il a de l'eau et il a une réserve d'air. Et à l'extérieur du sac à dos, il a également des petites fusées et que tu as sans doute remarqué. Et lorsque un astronaute se trouve coupé de sa capsule spatiale, alors il va tirer les poignées il va se tourner vers la station et avoir la poussée. Donc, il n'y a pas beaucoup de carburant, donc nous suivons une formation de manière à bien l'utiliser, mais c'est vrai que les voyages dans l'espace, les vols dans l'espace, c'est risqué. Nous prenons toujours des risques calculés et nous ne cessons de nous entraîner pour savoir comment réagir lorsque ces situations dangereuses se produisent. Merci. Sorry, I'll ask a question and maybe we can go over there as well. Je vais poser la question et ensuite, un peu plus tôt, Bob, vous avez parlé du fait d'apprendre la langue russe et les difficultés que vous avez, vous tous les deux, Bob et Jeremy. Quelle a été la chose la plus difficile dans votre entraînement? Et quelle a été la chose qui vous a donné le trac, un élément de l'entraînement que vous craignez de ne pas pouvoir accomplir? Par exemple, je vous ai vu dans les grottes en train de ramper et de faire de la spéléologie. Donc, quelle a été la chose la plus difficile dans votre formation vous-même? Pour moi, la partie la plus difficile, c'est la formation sur les sorties dans l'espace, dans la combinaison. C'est physiquement rigoureux. Lorsque vous arrivez à la fin de la formation dans cette combinaison, vous êtes épuisé. Ça dépend des sorties, il y en a certaines qui sont pires que d'autres, mais il y a eu des jours où j'en suis à la 5e heure de 6 heures et j'ai du mal à fermer mes doigts dans le gant. C'est tellement difficile, c'est vraiment un test d'endurance et vous essayez de faire de votre mieux. En sachant que ça vous aide à vous préparer pour l'espace. Et n'importe lequel de mes collègues qui est sorti dans ces combinaisons dans l'espace, ils ont dit que c'est même plus dur dans la vraie vie à cause des risques qu'on gère en plus de tout ça. Et vous savez que vous risquez votre vie lorsque vous sortez. Donc je trouve que c'est physiquement épuisant et mentalement épuisant aussi. C'est très amusant parce que c'est quelque chose où vous pouvez vous améliorer. Plus vous entraînez, meilleur vous serez. Mais vous demandez où j'ai eu l'impression de ne pas réussir, peut-être. Bien, vous avez vraiment l'impression que vous avez cette grande organisation derrière vous, beaucoup d'expérience, de formidables formateurs et une attitude qui est qu'on va vous apprendre à faire ça. Vous n'êtes peut-être pas doué au départ, mais on va vous aider à y arriver. Et si vous êtes prêt à faire les efforts, on peut vous apprendre comment le faire. Donc je n'ai jamais eu ce genre de peur, fondamentalement. Les 3 éléments de formation les plus durs pour moi, c'était apprendre le russe. Donc, je vous encourage toutes et tous à apprendre le plus jeune possible une 2e ou une 3e langue. Il y a également la formation pour le déplacement à l'extérieur du véhicule spatial, pour la raison évoquée par Jeremy. Il y a également la formation à la survie dans l'eau qu'on a fait dans la mer Noire il y a plusieurs années. Et donc, la capsule Soyuz avec laquelle je suis retourné sur Terre avec dans mon 2e voyage en général, elle fait un atterrissage au Kazakhstan. Est-ce qu'on peut montrer, par exemple, l'atterrissage de Soyuz? Donc, alors, il y a une vidéo que vous pouvez montrer. Et lorsqu'il y a une situation d'urgence, la capsule peut tomber et atterrir n'importe où.
et 70% de la surface terrestre est couverte par les océans et les mers. Donc, une formation pour le cas où on devrait amérir. Et donc, nous-mêmes, nous sommes prêts, capables de survivre pendant 2 jours dans la capsule, pendant qu'elle flotte, jusqu'à ce qu'on nous trouve et qu'on puisse venir à la rescousse. Je me suis exercé 2 fois et mes 3 membres d'équipage avons échoué. Et donc, c'était au Kazakhstan, lorsque nous avons atterri au mois de décembre 2009, avec l'équipe de recherche et de sauvetage. Ça, c'est la capsule Soyouz. Et c'est la seule section de ce véhicule en 3 sections qui a survécu à la chaleur de la rentrée dans l'atmosphère, et compte tenu de l'affaiblissement du corps, c'est-à-dire des muscles, des os et du cœur, j'étais complètement flappé. Et donc, je peux vous dire que c'était l'impression de descendre, de tomber dans les chutes du Niagara à travers, dans un tonneau. Je peux vous dire que c'était éreintant. Et donc, je ne pouvais tout simplement pas vraiment me déplacer seul, même pour me sortir de mon siège. C'est tout ce que j'ai pu faire. Mais ensuite, lorsque on amérit, donc on arrive dans un océan, les 3 membres de l'équipage doivent à ce moment-là être capables de survivre pendant 2 jours dans l'océan. Donc ça a été dur. Et le 3e élément qui était difficile pour moi, c'était la formation à la survie en mer dans la mer Noire en Russie. Je n'avais jamais eu l'impression, encore une fois, que je n'allais pas réussir. On l'a refait avec des coéquipiers fantastiques, avec un appui également de nos formateurs. Et la formation en tant qu'astronaute vous pousse jusqu'à vos toutes dernières limites. C'est génial. Other questions from the audience? Yes, gentlemen. D'autres questions? Oui, messieurs. Royal Astronomical Society of Canada. I had an astronomy question for you. We know that space is dangerous. The sun is... Nous savons que l'espace est dangereux et qu'il faut accomplir d'énormes efforts. Et vous-même, vous avez suivi toutes sortes de protocoles pour vous protéger? The impact of spaceflight on the human body. Eh bien, s'agissant de l'impact des vols dans l'espace sur le corps humain, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord la pesanteur, l'accélération, la décélération liée aux vitesses extrêmement poussées de déplacement et également les radiations ionisantes. Pour les astronautes, les radiations proviennent de 2 sources, parce que le Soleil projette des particules chargées. Et puis, il y a ce que l'on appelle les radiations de toile de fond cosmique qui sont ailleurs dans l'univers. Alors, c'est pas aussi puissant, mais ces particules sont très, très fortement chargées d'énergie. Alors, comment est-ce que c'est nocif pour le corps d'un astronaute? Eh bien, ça traverse votre corps, ça peut affecter l'ADN, ça peut créer des mutations génétiques dans votre corps, ça peut même créer un cancer potentiellement, ça peut provoquer des cataractes au niveau visuel, au niveau oculaire. Et pour les vols en basse orbite, à l'Institut de la Station internationale, nous sommes nous-mêmes là à un niveau gérable d'ionisation. Mais lorsqu'il y a un reflet solaire très très important, alors à ce moment-là, on essaye de se réunir dans une cellule particulière qui est blindée et plus protégée, ou eh bien, sinon on prend un véhicule particulier et on rentre. Et moi, je m'inquiète à propos de ces jeunes ici, parce que ce sont ceux-là qui vont aller faire des voyages interplanétaires jusqu'à Mars. Et c'est là que l'on est exposé à des niveaux de radiation ionisante extrêmement élevés. Donc, nous ne sommes pas encore prêts à lancer des gens en direction de Mars, et notamment avec les boucliers voulus pour les radiations ionisantes. Et nous n'avons pas encore la solution pour le traitement des personnes qui ont été exposées aux radiations ionisantes pour les 20 prochaines années. Inaudible, malheureusement. Mais c'est quand même une belle perspective pour ces jeunes scientifiques pour les 20 prochaines années. Encore une question de la part des enfants. Can you stand up? Tu te levais?
What are your favorite parts about space travel? And what are the scariest parts? Quelles sont vos parties préférées et ce que vous aimez le moins dans le voyage dans l'espace? Répétez juste la question, s'assurer que les gens entendent bien en ligne. Donc, alors, quelles sont les parties préférées et ce qu'on aime le moins dans le voyage dans l'espace et le plus effrayant? Eh bien, pour moi, la partie qui m'inspire le plus, c'est l'aventure. C'est vraiment ça qui m'attire le plus, c'est ça qui m'inspire. Lorsque je parle aux gens comme Bob et ils me parlent de leurs expériences dans l'espace, c'est assez clair pour moi que ça a été l'expérience la plus incroyable de leur vie. Imaginez si on mettait sur une fusée aujourd'hui et qu'on vous envoie dans l'espace, ça vous prendrait 9 minutes pour y aller. Imaginez que vous alliez à la fenêtre et vous voyez la planète Terre qui flotte en dessous. Je ne l'ai pas encore vécu, mais ça semble avoir un effet, c'est quelque chose, ça vous fait quelque chose, ça vous apporte un contexte, une vision très différente. C'est ça qui m'inspire. Qu'est-ce que j'aime le moins? C'est qu'il n'y a pas assez de voyages dans l'espace. On n'a pas encore de vitesse lumière. Moi, je veux aller dans l'espace, je veux explorer des lieux incroyables dans l'espace. Et ça fait partie de l'aventure. Et on le fait une étape à la fois. Et l'espace évolue, donc on y arrive. Et puis ce qui est le plus effrayant, moi je crois qu'il y a deux choses. Je crois que le jour avant qu'on parte, je serais intéressé de savoir si c'est ça, mais j'imagine que le jour avant qu'on décolle, ça va être un jour où on a peur. Parce que vous allez vraiment contempler les choses de la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Et demain, c'est le grand jour. Il faut que je fasse tout comme il faut. Toute mon équipe compte sur moi. Il y a beaucoup de choses qui pourraient mal aller, qui sont au-delà de mon contrôle. Peut-être que je ne rentrerai pas voir ma famille. Je crois que ça fait peur. Mais je sais d'expérience que le jour où je monte dans la fusée, je ne ressentirai pas cela. Je serai prêt, je serai gonflé à bloc, optimiste, parce que j'ai vécu beaucoup de ces expériences, telles que voler en avion ou aller dans une expédition, où lorsque le moment venu est arrivé, ce n'est plus épeurant. Je suis tellement entraîné que je sais exactement ce que je dois faire, et votre cerveau, vos muscles commencent à travailler. Mais je crois que c'est la veille. Thank you very much for the answer. Merci beaucoup pour la réponse. Écoutez, ça a été un moment formidable. Les deux astronautes nous ont fait profiter de cette moisson d'informations. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et je voudrais simplement inviter les gens à rester après la séance. Il va y avoir, nous allons servir des rafraîchissements. Les deux astronautes seront là pendant une petite demi-heure pour prendre des photos aussi avec vous. Donc merci du temps que nous avons consacré. Je suis sûr que vous avez stimulé et inspiré beaucoup de gens, dont moi-même. Alors merci beaucoup et bonne chance.